À 2 jours d'une rencontre bilatérale entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les Européens se réunissaient en visioconférence. Le chancelier allemand Friedrich Merz recevait lui en plus à Berlin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il réclame que l'Ukraine soit à la table des négociations. Comme lui, le président français Emmanuel Macron insiste aussi sur la nécessité d'un cessez-le-feu avant toute négociation. Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique, et nous soutenons cette initiative, en même temps que des nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien. Antoine Mariotti pour le décryptage. Vous avez suivi avec nous ces deux prises de parole, celle d'Emmanuel Macron et ensuite on va en parler dans un instant, cette conférence de presse de Friedrich Merz et de Volodymyr Zelensky. Un cessez-le-feu d'abord, c'est le mantra qui a été mentionné, enfin rappelé, réitéré à plusieurs reprises. Donc les Européens sont assez unanimes là-dessus et assez confiants aussi pour ce qui est de la rencontre avec Donald Trump à ce sujet-là. Oui, vous avez des déclarations qui sont plutôt confiantes en disant voilà, Donald Trump a entendu nos revendications, ça nous a permis de nous coordonner, d'éclaircir un petit peu les intentions de Donald Trump. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et là, on vient d'entendre le président français rappeler que l'une des priorités pour vendredi était d'obtenir un cessez-le-feu. Alors un cessez-le-feu, très bien, mais toute la question maintenant est de savoir quel cessez-le-feu. On a déjà eu des cessez-le-feu. Mais est-ce un cessez-le-feu total ou est-ce qu'il ne concerne que certaines armes, que ce qui se passe en mer, par exemple, ou que les bombardements aériens? Est-ce que, parce qu'on a déjà vu ce genre de cessez-le-feu, est-ce que c'est un cessez-le-feu définitif ou est-ce que c'est un cessez-le-feu de 15 jours, de 30 jours, de 2 mois, de 3 mois, le temps d'engager des négociations? Donc tout est possible. Il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que déjà, il ne faut pas s'attendre à une fin de la guerre ce vendredi. Soyons très clairs. Il s'agit d'une réunion bilatérale à laquelle l'Ukraine n'est pas invitée, donc l'une des deux parties, qui a, on l'a vu encore aujourd'hui, eh bien le soutien de nombreux alliés européens qui comptent, qui ne peuvent pas tout faire sans les États-Unis, très clairement, mais qui ont un poids quand même important sur cette question-là. Donc, il y a ça. Et puis, un cessez-le-feu, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit respecté ensuite. Et on a bien vu lors des précédents qu'ils n'ont pas toujours été respectés, et surtout qu'il y avait des interprétations très différentes sur le respect de ces cessez-le-feu. Donc, on peut très bien voir un Donald Trump qui lève les bras en signe de victoire vendredi soir en nous disant finalement, ou samedi matin, heure de Paris pour être plus précis, qu'il a obtenu un cessez-le-feu, que c'était une grande avancée, etc. Il y en a déjà eu et pour l'instant, ça n'a rien changé sur le terrain. On voit bien qu'on est de retour au point de départ. Donc, il faudra être prudent, il faudra voir si un cessez-le-feu, très bien, c'est un bon début. On peut l'espérer pour tout le monde évidemment, mais sur quelle durée et sur quelle modalité précise et surtout quel mécanisme pour le surveiller. Donc ça va être une véritable question. Alors vous l'avez rappelé, il n'y aura pas l'Ukraine à la table des négociations, en tout cas pas tout de suite. D'ailleurs, le chancelier allemand Friedrich Merz a insisté sur le fait, comme les autres Européens, que à la suite de cette rencontre, parler d'Ukraine ne se ferait pas sans l'Ukraine. Ensuite, l'Ukraine doit être inclus dans tous les débats des questions territoriales. Il n'est pas... Et de toute façon, le principe qu'il ne faut pas modifier les frontières par la force doit être respecté. C'est l'une des autres lignes rouges à ne pas franchir qui ont été martelées par les Européens. C'est à la fois ce respect de l'intégrité territoriale ukrainienne et surtout, c'est l'Ukraine qui décide de l'avenir de l'Ukraine. Oui, c'était le message principal finalement que les Européens voulaient faire entendre aujourd'hui à Donald Trump, de peur qu'il ne cède trop de terrain à Vladimir Poutine, comme il en a quand même plutôt une fâcheuse tendance à chaque fois qu'il s'entretient avec lui. Et c'est de dire, attention, par rapport à ses dernières déclarations où il parlait d'échange de territoire, où il s'énervait sur Volodymyr Zelensky, qui disait oui, il se cache derrière la Constitution, mais c'est à lui de dire s'il est prêt à lâcher du terrain ou pas. Sauf qu'il y a quand même des lois, n'en déplaise à Donald Trump, dans chaque pays, des constitutions que Emmanuel Macron ne peut pas
décidé d'abandonner l'Alsace et la Lorraine ou la Corse comme ça sur un coup de tête ou lors d'une simple réunion. Donc évidemment, tout ça, ce sont des questions importantes. Volodymyr Zelensky a dit l'intégrité territoriale de notre pays, elle ne peut pas être remise en cause. Alors en même temps, on voit bien qu'il y a des ouvertures. On voit bien que du côté des Européens, on nous dit quand même que s'il y a des concessions territoriales, il faut qu'il y ait des garanties de sécurité derrière. C'est donc bien qu'on est prêt à accepter, en tout cas côté européen, qu'il y ait des concessions territoriales. Et on voit bien que de toute façon, certains territoires de facto sont aujourd'hui contrôlés par la Russie depuis 3 ans et que l'Ukraine n'est pas en mesure de les récupérer. Donc est-ce que c'est un des éléments de la discussion? Évidemment oui. Jusqu'où Volodymyr Zelensky sera prêt à aller, ça, toute la question est là, évidemment. Et puis surtout, en échange de quoi? Parce que, admettons que ce soit le cas, il faut bien qu'il y ait un échange. Mais voyez-vous, Vladimir Poutine lui donnait des bouts de Russie, j'en doute fortement. Donc tout ça va être très prudent. Mais en tout cas, cette question-là, et c'est ce que les Européens tenaient absolument et en priorité à faire passer comme message à Donald Trump aujourd'hui, elle ne peut pas être abordée, cette question-là, sans qu'il y ait Volodymyr Zelensky autour de la table. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ils ont demandé à Donald Trump, qui s'y est engagé, eh bien, de tout faire pour organiser une réunion trilatérale cette fois-ci, donc avec Donald Trump, certes, mais aussi avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine autour de la même table. Ce sera la première fois que les deux se rencontrent en tête à tête depuis le début de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui appelle précisément, quoi qu'il en soit, à maintenir la pression sur la Russie. On l'écoute. Les négociations de paix doivent être complétée par de la pression sur la Russie. Si la Russie n'accepte pas le cessez-le-feu, cette réunion en Alaska, personne ne doit être trompé par Poutine. Il faut plus de pression pour avoir la paix. Il faut des sanctions, et pas uniquement des sanctions américaines, mais également des sanctions européennes. Donc, ensemble, nous serons en mesure de mettre fin à cette guerre de Poutine. Volodymyr Zelensky qui demande donc aux Européens notamment de maintenir la pression parce qu'on a senti sa prudence qui peut-être ne contredisait pas mais en tout cas contrastait avec l'optimisme européen. Il faut maintenir la pression sur Vladimir Poutine parce que voilà, cette rencontre pour l'instant c'est qu'une rencontre bilatérale et on ne sait pas ce qui va en ressortir. Exactement, toute discussion, dit-il, eh bien, elle doit être accompagnée de cette pression sur Moscou parce que sinon, eh bien, ils ne céderont en rien du tout et qu'on sait très bien qu'une négociation, c'est un rapport de force. Ce n'est pas pour rien s'il y a eu cette espèce de push des Russes ces derniers jours pour prendre quelques localités qui, in fine, ne sont quand même pas grand-chose sur l'ensemble de la carte de ce conflit. Mais tout de même, ça permet d'arriver en Alaska vendredi en disant, oui, la dynamique est de notre côté, donc c'est nous qui avons le rapport de force, donc il faut que l'on soit... que l'on continue comme ça. Ce qu'avait d'ailleurs, rappelez-vous, plus ou moins dit Donald Trump, plus ou moins, plutôt plus que moins, à Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, quand il lui a dit, mais vous n'avez pas les cartes en main, vous êtes donc en position de faiblesse. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Il demande des sanctions davantage européennes, en effet. Il y a déjà 18 trains de sanctions contre la Russie. L'Union européenne a annoncé travailler un éventuel 19e train de sanctions qui pourra arriver dans les semaines qui viennent. Et puis Emmanuel Macron qui a dit que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, eh bien, il faudra poursuivre le soutien à l'Ukraine, soutien diplomatique, politique, mais aussi soutien militaire, évidemment. Et même s'il y avait un cessez-le-feu, eh bien, derrière, on parlait de garantie de sécurité derrière, parce que il est important de se dire que si demain, il y a un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, que cela ne puisse pas recommencer dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Et ça fait partie des inquiétudes, évidemment, des Européens et des Ukrainiens. Et c'est pour ça que le chancelier allemand a insisté là-dessus avec ses homologues européens notamment, en disant mais il doit derrière y avoir une armée ukrainienne, contrairement à ce que demande la Russie. Elle doit être armée et équipée. Et nous, occidentaux, nous devons continuer à les alimenter en armes et à les aider pour pouvoir être suffisamment solides et robustes pour pouvoir se défendre en cas de nouvelle offensive russe. Et ça fait aussi partie, comme on le sait, des lignes rouges russes. Mais pour l'instant, les négociations n'ont pas commencé. Donc des lignes rouges, il y en a de tous les côtés. Le principe d'une négociation, c'est qu'elles finissent toutes par tomber d'un côté ou de l'autre, plus ou moins. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour votre analyse. En dépit